dans les deux sens et sur toute la longueur. Donc, quand l'angle d'attaque est élevé, normalement, on est obligé de déployer les extrémités des ailes et on perd le contrôle des ailerons. Ici, on garde parfaitement le contrôle. Il y a un seul moteur, un réacteur General Electric F-110 qui a 130 kN de poussée. C'est le pilote et le moteur qui occupent le plus d'espace dans l'avion. Il n'y a que 2 paires d'ailes. Et le commandant Paul Miller n'a pas que des connaissances théoriques sur le F-16. À bord, il s'est retrouvé plus d'une fois en très mauvaise posture. Le moment où j'ai eu le plus peur, j'ai eu une bonne montée d'adrénaline, c'était en 99 au Kosovo. On participait à la guerre en Yougoslavie. Et pendant une mission de nuit, on a tiré un missile sol-air sur moi. Et ils ont essayé de le guider vers moi. J'ai dû faire pas mal de manœuvres avant que son verrouillage radar lâche. Après, le missile a explosé juste derrière moi. Ensuite, je volais à basse altitude et ils avaient une artillerie sol-air. Donc, quand j'allumais la post-combustion pour remonter, ils me repéraient et ils tiraient. Mais au moins, ça a servi à détourner leur défense aérienne. Pendant qu'ils s'occupaient de moi, les bombardiers faisaient leur travail. Ça a marché. La campagne militaire du Kosovo est la première à avoir été remportée par les seules forces aériennes. Et cela a consolidé la réputation du F-16, qui est toujours considéré comme le meilleur avion de combat qui existe. C'est un plaisir de le piloter. On a l'impression d'être attaché à l'avion plutôt que d'être simplement posé dedans. C'est comme une extension de son corps. On pense aller à droite et ça y est. Il est très sensible, très maniable. Et il nous amène là où on veut aller. À suivre, des avions de légende transpercent le ciel australien. Beaucoup de vétérans visitent le musée. En fait, on s'intéresse autant aux avions qu'à ceux qui les ont pilotés. Et la tension monte dans la soute. 1 minute! À 2000 pieds au-dessus d'une petite ville australienne, d'anciens avions de guerre sont sortis. Au sol, la foule assiste au spectacle. Les hélices tournent à plein régime. Les réacteurs rugissent. Tout cela se déroule à l'occasion du week-end d'exhibition du musée de l'aviation de Temora, l'un des shows aériens les plus originaux d'Australie. Le public qui vient nous voir est vraiment intéressé parce qu'on ne se trouve pas sur une route principale. On ne peut pas venir en train à Temora. On est à 5h30 de Sydney et 6 ou 7 heures de Melbourne. Et pourtant, il y a quand même 40 000 visiteurs par an dans notre musée, dans une ville de 4 000 habitants. C'est un peu comme si 40 millions de personnes venaient à Sydney. David Lowy a fondé le musée de Temora il y a une dizaine d'années. C'est un homme d'affaires multimillionnaire de Sydney et son père possède la 2e fortune d'Australie. David est aussi musicien. Il a joué de la guitare aux côtés des légendaires rockers australiens du groupe The Angels. Et son autre passion dans la vie est l'aviation. J'ai eu envie de voler quand j'ai eu 5 ans. Depuis cet âge-là, je suis passionné par l'aviation. Ça dure depuis très longtemps. Pourtant, David a attendu ses 30 ans pour devenir pilote. Mais il a ensuite rapidement développé des aptitudes pour la voltige et remporté le championnat australien dans la catégorie illimitée en 98. Je n'ai plus participé à une compétition aérienne depuis. Je voulais me donner un nouveau défi. J'avais un ancien avion de guerre à l'époque, c'était un A-37. J'ai eu envie d'en rassembler d'autres et on peut dire que c'est comme ça que le musée de l'aviation de Temora est né. Pour l'aider à tout mettre en place, David a enrôlé Darren Buster Crabb, un pilote de FA-18 dans l'armée canadienne qui a aussi servi dans la Royal Australian Air Force. Quand on s'est lancé là-dedans, je pense que même lui ne se doutait pas du succès qu'on allait avoir. On avait un Dragonfly et c'est tout. Ça a pris de l'ampleur petit à petit. On a eu un Spitfire, on a eu un Weirway, puis d'autres encore. Et au bout d'un moment, on a fini par se dire qu'on pouvait monter des spectacles pour le public. Et puis on s'est dit que ce serait mieux si on commentait ce qui se passait. Je suis allé chercher mon ampli de guitare et un petit micro et on l'a donné à l'un de nos collaborateurs. Il a fait les commentaires pendant qu'on faisait voler les 3 avions qu'on avait. À partir de là, on a voulu faire des exhibitions plus souvent ici. Le musée s'est développé de plus en plus. On possède 14 avions maintenant. Et on a probablement plus de journées de show aérien que n'importe quel autre musée dans le monde. La mission principale du musée est d'exposer d'anciens appareils militaires qui ont joué un rôle dans la défense de l'Australie.
La collection comprend un Cessna A-37 Dragonfly de l'époque de la guerre du Vietnam, un Cessna O-2A, 2 Spitfire de la Deuxième Guerre mondiale et un bombardier Canberra de l'époque de la guerre froide doté d'un turboréacteur Rolls-Royce Avon. On a le seul Canberra d'Australie. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait d'autres civils qui détiennent un Canberra en état de vol dans le monde. Il a servi au sein d'un escadron australien célèbre pendant la guerre du Vietnam. Le musée de Temora possède également un avion de chasse très rare, le Gloster Meteor. Ce météore derrière moi est exceptionnel. C'est le seul météore F8 à un seul siège en état de vol dans le monde. C'est un vrai privilège de pouvoir montrer cet appareil au public. Les moteurs sont très gros, ils ont été fabriqués à partir d'un compresseur du moteur Merlin qui équipait le Spitfire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça aurait été un très bon avion. Mais pendant la guerre de Corée, on s'est rendu compte qu'il n'était pas à la hauteur face au MiG-15. Alors les Australiens ont commencé à l'utiliser pour les missions d'attaque au sol. Et apparemment, c'est là qu'il semble être le plus efficace. Aujourd'hui, Darren va encore une fois faire une démonstration de vol sur le Météore. J'aime bien survoler le public à grande vitesse, parce que le dispositif d'évacuation des douilles qui est en dessous du Météore fait un bruit particulier. Donc si je passe au-dessus du public à environ 600 km/h, ça résonne bien. Les gens l'entendent à des kilomètres à la ronde. Ces avions sont tous superbes, je trouve. Si vous prenez le Spitfire, par exemple, je pourrais le regarder voler pendant toute la journée. Il va très vite. Je m'en lasse pas. Les exhibitions de vol de Temora accueillent également des avions temporairement, comme les bombardiers Grumman Avenger. Ceux-ci ont la particularité d'avoir des ailes repliables conçues pour gagner de la place sur les porte-avions. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux pilotes australiens l'ont utilisé. Le pilote australien Matt Hall, qui s'est illustré dans le championnat Red Bull, a fait le déplacement pour se mettre aux commandes de son propre P50 et un Mustang. Et c'est un autre pilote du championnat Red Bull, l'anglais Nigel Lamb, qui pilote le Spitfire Mk8. Ça fait très longtemps que je viens à Temora. La première fois, c'était au début des années 90. Et puis David m'a invité pour que je pilote le Mk8 que vous voyez derrière moi. C'était pour l'une des premières journées d'exhibition du musée. Je pense que tous les pilotes rêveraient d'être associés à un musée d'aviation. Ça me permet de participer à des événements comme celui-ci avec 2 Spitfire et un Kitty Hawk. Moi, j'étais dans le Mustang. C'est une occasion qu'on n'a pas tous les jours, c'est sûr. Sans vouloir blesser ceux qui vivent ici, on est vraiment au milieu de nulle part. Et il y a ce trésor incroyable. Ce qui est vraiment stupéfiant, c'est que tous ces avions volent. C'est incroyable. C'est une grande fierté pour moi. Quand j'atterris, je vois que le public a vraiment apprécié le spectacle. Et ce n'est pas une question d'ego. En fait, je suis surtout content d'apporter ces émotions aux gens. Et pour ce qui est des émotions, le musée de Temora peut même donner l'occasion aux vétérans tels que Lyle Roberts, pilote durant la Deuxième Guerre mondiale, de retrouver l'avion qu'ils ont piloté durant les combats. Beaucoup de vétérans visitent le musée. En fait, on s'intéresse autant aux avions qu'à ceux qui les ont pilotés. C'est merveilleux de voir ces avions de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été très bien restaurés. Le bruit d'un moteur Merlin, pour moi, c'est une très belle musique. Ce sera toujours un plaisir pour moi d'entendre ça. Pour David Lowy, la plus belle musique sera toujours celle de son premier avion de combat, un Cessna A-37 Dragonfly. Cet avion derrière moi a été construit en 1968. Il a été utilisé par les forces aériennes du Sud-Vietnam. Et apparemment, un de leurs pilotes a déserté avec cet avion. Il a rejoint le Nord. Donc, il a aussi été utilisé par le Nord-Vietnam. J'adore l'A-37. C'est un avion très puissant. Et c'est un très bon appareil pour faire de la voltige. On exécute la plupart des figures à 270 nœuds et on ne dépasse pas les 4G pour que l'avion tienne longtemps. Je fais une boucle, puis un D-return de l'autre côté. Un retournement, et je fais un 8 à plat. Ensuite, un 8 cubain. Puis un retournement.
Ensuite, je fais un tonneau, après ça un autre retournement, puis je vole sur la tranche devant le public. Puis je fais un atterrissage sensationnel. C'est un programme court, mais ça met très bien l'avion en valeur. C'est un vrai plaisir pour moi. Après l'atterrissage, on part à la rencontre du public. C'est plutôt rare dans les shows aériens. Ça nous fait partager cette expérience de façon plus intime avec le public. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Et pour inspirer les nouvelles générations, le musée de Temora a mis en place le programme des héros méconnus. Le programme des héros méconnus, c'est surtout pour les familles de tous ces hommes et de toutes ces femmes inconnues. Les ingénieurs, par exemple, qui ont joué un rôle dans l'aviation. Ce sont tous de vrais héros. Et puis on filme, on constitue des archives sur les nombreux vétérans qui visitent le musée. On pourra conserver leur histoire pendant longtemps. C'est très important que les générations suivantes connaissent les sacrifices qui ont été faits par des hommes et des femmes australiens pour faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. À suivre, une opération de largage à bord d'un Hercule volant à toute vitesse. Dans toute opération militaire, le ravitaillement est un facteur clé. Les troupes ont besoin de nourriture, de médicaments et aussi de véhicules, de carburant et de munitions. Et pour les forces engagées au cœur d'un terrain isolé ou hostile, parfois la seule façon de se ravitailler passe par les airs. L'Hercule C-130 est l'un des avions de transport les plus utilisés dans le monde. L'Hercule C-130, c'est un avion de transport à 4 moteurs. Il peut servir à différentes missions. Notre fonction principale, c'est de transporter des hommes et du matériel partout dans le monde. C'est un grand atout de pouvoir compter sur cet avion. Mais cet avion ne sert à rien sans militaires compétents à son bord. Son équipage doit suivre un entraînement minutieux pour apprendre à larguer des charges lourdes en plein ciel. C'est pour cela que l'armée de l'air néo-zélandaise a mis en place l'opération Skytrain. L'opération Skytrain est un exercice d'aptitude pour les membres d'équipage de l'Hercule. Ils doivent prouver qu'ils ont les compétences de base, vol à basse altitude, largage et atterrissage en terrain improvisé. On prend une équipe de jeunes et on leur inculque un niveau de base. Ensuite, on peut passer à des exercices plus avancés. Dans ce genre d'exercice, comme dans n'importe quelle opération de largage, le chef de soute remplit une fonction primordiale. Je suis responsable de tout ce qui se passe dans la soute. Quand on charge ou pendant le largage, je m'assure qu'on respecte les capacités de l'appareil. Et je fais attention au centre de gravité de l'avion. Je fais ce qu'il faut pour que le vol se passe dans de bonnes conditions de sécurité.